Bonjour France. Bonjour Virna. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Oui, moi aussi. On est très content de t'avoir à Wallifornia cette année. Pour commencer, je vais te demander de te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. OK. On sait ce que tu fais. Avec plaisir. Mon nom, c'est Franz Schuller. Donc, je suis chanteur-guitariste dans un groupe de rock punk canadien qui s'appelle Grimmskunk depuis pas loin de 30 ans. Le groupe a commencé un label indépendant qui s'appelle Indica Records il y a 21 ans. Et ensuite, j'ai aussi fait du artist management, gérance d'artistes et direction artistique, DA, A&R pour le label à Montréal au Canada et à Sydney en Australie. Très bien. Du coup, je vais te demander d'endosser ta casquette de patron de label. Et est-ce que tu peux nous dire quel a été tes plus gros succès? Les plus gros succès du label, au départ, c'était fondé autour de mon groupe Grimmskunk, qui était une espèce de groupe un peu pété dans tous les sens, mais un genre de succès alternatif, indépendant, on pourrait dire. Et ensuite, on a eu des potes comme le groupe français Trio, avec qui on avait joué avant qu'ils soient Trio, et qui nous ont appelés pour nous dire, écoute, on a un nouveau groupe, etc. Donc, on a décidé de travailler avec eux. Donc, on a fait les 5 premiers albums de Trio. Ça, c'était plutôt bien. On a signé un jeune groupe qui s'appelait les Cowboys Fringants, en tout début de carrière, un groupe québécois. Et ensuite, un autre groupe qui s'appelle les Trois Accords, qui était un groupe québécois de rock indie. Ensuite, on a fait un groupe qui s'appelait Doba Caracol, qui était un genre de world pop, en français, anglais, mélangé un peu world. Ça, c'était les trucs qu'on a fait qui étaient un peu plus francophones, on pourrait dire, ou basés au départ dans le francophone. Ensuite, on a fait des trucs plus indie rock, indie pop, comme un groupe de Montréal qu'on a signé qui s'appelait Half Moon Run, un groupe américain qui s'appelait Fantagram, et on a eu la chance de travailler avec des étrangers comme John Butler Trio, The Cat Empire, et des choses comme ça. Très bien. Quel est ton sentiment sur le marché de la musique aujourd'hui? Mon sentiment sur la musique, c'est-à-dire, le marché de la musique aujourd'hui, c'est un marché qui est devenu global, mondial, évidemment, avec l'Internet. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que beaucoup d'endroits dans le monde avant qui étaient peut-être inaccessibles sont devenus accessibles dans le sens où tu peux les rejoindre. La question maintenant, c'est comment en profiter et comment amener la musique là-bas d'une manière rentable, oui. Et comment présenter cette musique-là pour que les gens de ces nouveaux marchés-là puissent l'apprécier et en bénéficier avec la réalité de leur économie. Donc ça, c'est un gros défi. Je pense que tous les styles musicaux maintenant existent, ça explose dans tous les sens côté création. T'as tout le développement de la technologie qui a aidé la musique électro, urbaine, etc. à vraiment se métamorphoser, à évoluer et dominer. Parce que quand même, en ce moment, elle est plutôt dominante. Le rock qui était dominant avant ne l'est plus du tout. Mais je pense que c'est une réalité où tu as beaucoup d'opportunités, mais en même temps, c'est très difficile. C'est comme si tu allais dans le Far West. Tu vois ce que je veux dire? C'est que la vie est beaucoup plus dure, mais tout est possible. Oui. Donc, si tu veux souffrir, il y a des opportunités. Tu parles de musique électronique et de musique urbaine, c'est parfait pour mon lancement. Comment on préserve la diversité musicale aujourd'hui quand on voit que le hip-hop et que la musique électronique prennent énormément de parts de marché? Écoute, les gens vont écouter ce qu'ils veulent écouter. Hein. On peut pas. Il faut jamais dicter le style de musique que les gens vont écouter. Je pense que la technologie en est pour beaucoup. Pas juste le succès de la musique électro-urbaine ou hip-hop, mais en fait parce que beaucoup de jeunes créateurs ont décidé d'utiliser ces technologies-là ou ces avenues-là pour créer. Ça leur a donné une voix, alors qu'avant, si tu jouais pas du piano ou de la guitare, c'est un peu compliqué d'écrire une chanson. Donc, il y a toute une génération de créateurs qui ont pu créer différemment. Donc, ça a donné une voix à tous ces gens-là. Et c'est relativement nouveau. La musique électro plus, le hip-hop un peu moins, mais quand même, c'est les deux styles qui sont les plus nouveaux dans l'ensemble des styles. Donc, je pense que
c'est normal que les jeunes aiment ça, mais comme tout, je pense que c'est une phase. Tout est une phase, et puis je ne sais pas, dans 5 ou 10 ans, qu'est-ce qui va reprendre le dessus. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui seraient désireuses de créer leur label aujourd'hui, avec ton expérience? Wow! Mais créer un label aujourd'hui, c'est toujours possible. Je pense que ça dépend dans quelle optique tu le fais. Si tu crées un label qui est artist-centric, donc un label créé par un artiste ou autour d'un artiste ou de quelques artistes, et le but, c'est de expand, je trouve pas mon mot en français. Développer, étendre. Ouais, développer, élargir la carrière et l'influence de 7 ou 16 artistes-là. Je pense que c'est tout à fait en ligne avec la réalité de ce monde, qui est que l'artiste est au centre de tout et qu'il a besoin de gens, d'équipes, d'heures de travail, d'expertise et de coups de main pour avancer dans ce qu'il fait au niveau création et ensuite avancer dans ce qu'il fait pour se faire entendre. Si tu fais un label pour ensuite recruter des artistes que tu ne sais pas encore c'est qui ou quoi, ça devrait quand même rester un peu dans ce modèle-là. Mais à ce moment-là, il faut être un peu plus... il faut faire gaffe à qui tu vas signer. Il faut vraiment penser à comment tu vas multiplier tes sources de revenus. Ça ne veut pas nécessairement dire signer un 360 et tout prendre, mais je pense qu'il faut entrer dans un genre de partenariat avec l'artiste ou les représentants des artistes pour être dans une espèce de scénario où tu investis ton temps, ton argent, ton soutien et que, en revanche, tu peux récupérer des bénéfices de leur succès sur plusieurs niveaux si ça réussit. Je pense que si tu fais ça, c'est bien. Après, la décision de base, c'est très simple. C'est d'avoir d'excellentes chansons et de faire d'excellente musique. Ça, c'est la chose de loin la plus importante, peu importe le style. Un peu d'originalité, c'est bien. Pas toujours nécessaire, mais en général, c'est mieux. On va retourner dans le milieu des techs maintenant. Qu'est-ce qui a marqué, toi, ta vie d'artiste profondément ou ton apprentissage de la musique? Quel type de technologie ou quel type d'outils a marqué ta vie d'artiste? Écoute, au début, évidemment, tout ce qui était la technique pour enregistrer ou faire un concert. Ouais. Donc, à l'époque, c'était analogue, hein, donc tu n'avais pas l'ordinateur et les programmes comme Pro Tools, etc. Donc, tu avais des immenses bandes, mais tu avais des consoles de son, et puis etc. Donc ça, on a travaillé beaucoup avec ça, mais c'est surtout pour moi, ma vie d'artiste a été marquée par, vu que je jouais dans un groupe de rock, par des amplificateurs. Les instruments eux-mêmes et les amplificateurs de son qui créaient non seulement le son pour enregistrer et le son que tu voulais donner à tes compositions et tes créations sur les enregistrements, mais encore plus, même presque le son que tu fais quand tu fais un concert live. Moi, quand j'avais... je sais pas, à 15-16 ans, je jouais dans un groupe de hardcore et on est allé jouer avec un groupe, le groupe de Dave Grohl. Avant Nirvana, c'était un groupe de punk qui s'appelait Scream avec les frères Stahl, Franz et Dave Stahl, et on faisait leur première partie et ils jouaient sur des Marshall amps. Et nous, on avait 15-16 ans, on avait aucune idée c'était quoi un Marshall. On branchait nos instruments dans n'importe quoi, ça sonnait n'importe quoi. Et ensuite, eux, ils sont arrivés sur scène, on a fait « Oh, putain, c'est incroyable ce truc-là! » Et donc, on a tout de suite été acheter ces amplis-là parce qu'on a dit le son est incroyable. Donc, l'idée de créer des sons merveilleux et magiques, pour moi, ça a été mon premier contact avec ce que la technologie pouvait apporter à ma musique. Ça a été le début. Ensuite, il faut dire que Grimmskunk est un groupe qui prédate l'Internet. Donc, l'Internet n'existait pas quand on a commencé notre groupe. Donc, évidemment, c'est devenu un truc au fur et à mesure de notre histoire, évidemment comme label, mais aussi comme groupe. On était un des premiers groupes à avoir un site web. Notre guitariste, son frère était un développeur de site web. Donc, on avait un site web, les gens disaient « C'est quoi ça, un site web? » Donc, c'était un peu... On a vécu tout le côté hyper nouveau de découverte de ce que c'était la réalité en ligne.
Et puis évidemment, maintenant, c'est rendu un peu fou. Je trouve ça bien que les gens puissent écouter et retrouver de la musique partout en ligne. Ce que je déplore par contre, c'est qu'on en reste là. La vie et la musique doivent être vécues avec le cœur, avec l'âme, avec la sueur, avec les autres gens. Et chez toi, dans ton salon, tout le temps, 100%, avec ton mobile ou ton ordinateur, pour moi, c'est un petit morceau de ce que c'est la musique. Et je pense que la nouvelle génération a missed out sur des choses très importantes qui sont la vibration et l'énergie émotive et autres que la musique peut te donner quand tu la vis en personne et pas à travers un truc virtuel. Qu'est-ce qu'on trouve en ce moment dans une playlist de Franz Schuller? Surtout des trucs vieux. Je suis pas très très fan de la nouvelle musique en ce moment. Il y a des trucs qui sont bien, par exemple, je sais pas, tu vas avoir du Childish Gambino ou des trucs récents que je trouve bien. Certains trucs de pop comme Ed Sheeran, Shape of You. Bon, enfin, c'est la plus grande chanson de l'année l'an dernier, mais c'est quand même une super bonne chanson pop. Des choses un peu singer-songwriter, indie, un peu coupées, mélangées, qui sont vraiment bien aussi. Mais c'est surtout, je pense que j'aime bien le vieux punk et le hardcore que j'aimais avant. Il y a quelques versions nouvelles qui sont assez cool. J'aime toujours mon Bob Marley et puis mes specials et puis la musique world de partout au monde, moderne et vieille, que ce soit un Nusrat Fateh Ali Khan ou du Dead Can Dance ou des trucs un peu pétés dans ce sens-là. Mais évidemment tout le vieux rock, que ce soit Black Sabbath ou Deep Purple ou Led Zeppelin ou des choses comme ça. Je pense que c'est pas parce que je suis vieux que je dis ça, parce que la musique des années 60-70, c'est pas ma musique. Hein. J'ai grandi dans les années 80 et j'ai écouté du punk et du hardcore parce que je trouvais que la musique pop des années 80 était horrible. Et donc, j'ai écouté la musique 60-70 parce qu'elle était meilleure. Je trouve qu'il y a eu des bons groupes, dont par exemple des trucs comme Arcade Fire de Montréal, d'où je viens, qui ont marqué les années 2000 et Radiohead encore plus, je dirais, et d'autres. Mais je trouve que depuis les années 2000, la musique, elle est faible. Je trouve que la musique des années 90 était bonne, 80 pas terrible, mais le super underground était bon, et les 60-70 était bon, et même, je dirais, la musique des années 50 est peut-être presque meilleure que la musique moderne pour moi. Est-ce que tu as l'impression qu'on arrive un peu à une époque de la musique standardisée? C'est une bonne question. Écoute, on rentre dans une ère où de plus en plus les gens créent la musique avec l'électronique et même des fois les ordinateurs. Donc, le plus qu'on va vers les machines, c'est pas dire qu'on peut pas faire des choses géniales avec les machines. Le problème, c'est que le plus que la machine prend de place dans la création ou dans notre processus de création, le plus qu'elle va uniformiser ce qu'on fait dans un sens et dans un autre sens enlever l'émotion et l'intention, la possibilité de transférer ou exprimer l'intention et l'émotion humaine. Et là, je pense qu'on perd un gros morceau. Donc, il faut faire attention. Quand Kraftwerk faisait de la musique électronique, c'était archi original et émotif. Qu'on apprenne à faire des choses comme ça avec les nouvelles technologies sans perdre la raison première pourquoi les êtres humains écoutent, font et connectent à la musique, qui est de connecter et recevoir de l'émotion et de l'énergie et un feeling et une intention. Moi, écouter un ordinateur faire un son, ça ne m'intéresse pas comme être humain. Je te remercie, Franz. Ça C'était fait un plaisir. plaisir. Oui.